La force qui précède la pensée ne naît pas de la raison. Elle émerge comme une poussée silencieuse qui organise la psyché avant que l'ego ne se déclare souverain. Cette volonté primordiale ne demande pas de langage car elle opère déjà dans le corps, dans les images, dans les rêves qui insistent à revenir. Lorsque le sujet ignore cette origine archétypique, il commence à vivre comme un effet d'impulsion qu'il ne comprend pas, appelant par hasard ce qui est répétition inconsciente. Dans les mythes anciens, le héros ne choisit pas de partir. Il est convoqué par une pression interne qui rend la permanence insupportable. C'est la volonté dans son état brut exigeant expansion. Lorsqu'elle est bloquée par une éducation rigide ou la peur de la désapprobation, elle ne disparaît pas. Elle s'infiltre dans des comportements obsessionnels, dans des relations de pouvoir subtiles, dans des fantasmes de supériorité qui masquent une profonde sensation d'impuissance. L'archétype n'est ni moral ni immoral. Il veut simplement se manifester. La souffrance psychique commence lorsque l'ego tente de domestiquer cette force en utilisant des idéaux qui ne lui appartiennent pas. Dans ce conflit surgit l'angoisse diffuse, la sensation de vivre une vie qui ne pulse pas. Comme si quelque chose d'essentiel était toujours absent même au milieu du succès apparent. Le pouvoir qui anime l'être ne se mesure pas en influence externe. Il circule comme une énergie psychique orientée vers un but. Lorsque la libido perd sa direction, le sujet ressent une fatigue existentielle, une apathie et cherche des stimuli de plus en plus intenses pour compenser la perte de vitalité. Le vide n'est pas un manque de sens. C'est une énergie sans chemin. L'énergie qui ne trouve pas d'expression consciente crée des raccourcis. Elle se transforme en contrôle excessif, en jalousie, en moralisme ou en besoin constant de reconnaissance. L'individu croit exercer une force alors qu'en réalité, il est conduit par elle. Moins il y a de conscience, plus la compulsion à dominer des environnements, des personnes ou des récits est grande. Lorsque l'énergie est reconnue et intégrée, elle devient créative. Non pas dans le sens romantique, mais comme capacité à soutenir la tension sans la décharger de manière destructive. Ce type de pouvoir n'a pas besoin de se prouver. Il se ressent dans la présence, dans la fermeté silencieuse de celui qui n'a pas besoin de gagner pour exister. Tout ce que l'ego rejette ne se dissout pas. Il accumule de la densité dans l'ombre. Là, la volonté de pouvoir perd sa forme, devient distordue et revient comme symptôme. La personne qui se voit comme trop pacifique porte souvent des impulsions agressives non reconnues qui émergent dans des explosions inattendues ou de l'autosabotage. L'ombre n'est pas le mal. C'est une puissance sans nom. Lorsque le sujet refuse de la regarder, il crée des ennemis externes pour justifier des conflits internes. L'autre incarne alors ce qu'il ne supporte pas d'admettre en lui. Naît alors la paranoïa morale, le besoin de détruire ce qui reflète sa propre négation. Intégrer l'ombre n'est pas agir impulsivement. C'est reconnaître l'existence de l'impulsion sans s'identifier aveuglément à elle. Ce processus exige une maturité psychique car il démonte le récit confortable d'innocence. Mais seulement là, la volonté récupère sa forme originale comme force de transformation et non de répétition destructive. La quête de domination du monde masque généralement une incapacité à gouverner son propre chaos interne. Le sujet qui contrôle horaires, personnes et discours fuit la rencontre avec ses contradictions. La volonté de pouvoir se déplace vers l'extérieur car l'intérieur semble trop menaçant pour être habité. La domination externe offre un soulagement temporaire. Elle crée l'illusion d'ordre. Mais la psyché ne se laisse pas tromper longtemps. Plus le contrôle externe est grand, plus la fragmentation interne est forte. Surgissent l'anxiété, la rigidité et la sensation constante d'être sur le point de tout perdre. Le véritable pouvoir commence lorsque l'individu supporte sa propre ambivalence. Lorsqu'il accepte que force et fragilité coexistent. Cette intégration ne produit pas de supériorité. Elle produit présence. Une autorité silencieuse qui n'a pas besoin de s'imposer car elle est déjà enracinée au centre de l'être. La morale absolue surgit comme une tentative de contenir la puissance psychique par le biais d'idéaux élevés. En divisant le monde en pur et impur, le sujet tente d'éliminer le conflit interne. Mais cette scission ne fait que repousser la volonté dans l'inconscient où elle se radicalise. Plus l'idéal de bonté est rigide, plus la violence du retour est grande. L'individu qui se voit comme moralement supérieur agit souvent de manière cruelle sans s'en rendre compte. Convaincu que ses actes sont justifiés par une cause plus grande.
L'ombre agit alors déguisée en vertu. La véritable éthique ne naît pas de la répression. Elle naît de la conscience de sa propre obscurité. Seulement celui qui reconnaît sa capacité à détruire peut choisir de ne pas le faire. La volonté de pouvoir intégrer n'a pas besoin de se cacher derrière des idéaux. Elle assume la responsabilité et transforme la force en sens sans nier son origine sombre.